Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va de l'autre côté de la barrière parce qu'on va parler un petit peu de ce que j'observe avec mes élèves. Je ne sais pas vous, mais vous savez, j'ai déjà eu beaucoup d'élèves en nutrition dans ma vie. Et ces élèves-là, on va parler aujourd'hui, c'est qui ces élèves-là? Ils ont de difficultés que je voudrais discuter avec vous. Et peut-être vous allez vous reconnaître dans cette dynamique que je vais vous proposer aujourd'hui. Et on va parler aujourd'hui de ces 5 erreurs. Évidemment, j'ai mis 5, sinon on allait passer la nuit. 5 erreurs très fréquentes à éviter pour appliquer la nutrition fonctionnelle dans votre cabinet. Les jeux de 5 erreurs, c'est une métaphore que j'utilise pour vous montrer que ce sont des nuances parfois, que ce sont des détails que vous pouvez parfois laisser votre patient, votre client partir. Il ne reviendra plus. Parce que peut-être en regardant votre client ou votre patient comme ça paraît la photo supérieure, pareil à la photo numéro 2. Mais comme c'est un jeu de 5 erreurs très facile, vous voyez bien qu'on a ici le nuage, le bateau, il manque la voile. Vous voyez qu'ici, il manque les rayons de soleil. Ici, l'étoile de la mer. Et il manque ici cette coquillage. Bon, c'est fait mes 5 erreurs. Mais c'est une métaphore pour vous montrer que parfois, c'est très clair, ces erreurs. Ils sont très faciles à reconnaître, mais par habitude ou par manque de pratique ou par excès de pratique clinique, l'un ou l'autre, et on ne voit plus. Et parfois, on va rater le succès de transformer notre client ou notre patient. Mais on va maintenant passer à la question que je vais vous poser. On parle de qui quand on parle de professionnels de santé? Parce que cette proposition que je vous parle tous les mardis et tous les jeudis, elle est pour le professionnel de santé. Mais pour ce professionnel qui voulait savoir comment appliquer la nutrition fonctionnelle de A à Z pour transformer de vie. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est on parle de quel professionnel de santé? Qui est ce professionnel de santé? Donc, je vais faire un petit commentaire de cette liste de professionnels parce que cette liste-là que vous êtes en train de voir, c'est la liste de professionnels de santé qu'on a aujourd'hui dans l'Académie Marceau en train de faire la formation RT2. On a ça comme professionnel de santé. Mais quelle est la différence entre ce professionnel d'avant et ce professionnel d'aujourd'hui? Ça veut dire, le médecin, par exemple. Le médecin, il est un médecin qui va devenir ce qu'on appelle un médecin fonctionnel. S'il va devenir un médecin fonctionnel, notre travail, c'est de lui montrer comment il va appliquer la nutrition fonctionnelle dans son cabinet. Et là, la différence, c'est que ce médecin, vous connaissez déjà l'arbre. Au sol, on a tout ce qui est modifiable. Qu'est-ce que serait comme modifiable? L'alimentation, la nutrition, l'hydratation, le sommeil, l'activité physique, les rapports de cette personne avec son travail, avec sa famille, avec la nature, tout ça, c'est ce qu'on appelle modifiable et qui c'est très difficile à changer, on le sait bien. Et c'est pour ça qu'on va offrir des techniques pour travailler avec chaque individu pour faire ça. Après, on va voir des signes et des symptômes de ce patient. Et à partir de ces signes et des symptômes, on va mettre le patient dans la matrice de la nutrition fonctionnelle et on va faire le lien de tous les nœuds nœuds biologiques comme l'assimilation, l'énergie et tous les autres nœuds pour comprendre l'étiologie du tableau clinique de ce patient en ce moment. En ce moment, on va comprendre pourquoi et comment. Et à partir de là,
on va entamer un traitement en nutrition fonctionnelle et le médecin fonctionnel, il ne va pas utiliser le médicament seulement pour des choses qui sont aiguës, évidemment, et une fois qu'il a déjà fait son travail en nutrition fonctionnelle. Pourquoi? Parce que comme ça, ce médicament probablement va avoir un impact beaucoup plus important pour une période beaucoup plus courte. Je pense par exemple quelque chose qu'on peut éviter, qui sont tous les ols, les oméprazoles de la vie. Si on fait un travail comme ça, je pense aux antidiabétiques, je pense aux médicaments hypotensifs, évidemment, en sachant qu'un médecin, il est capable de faire un diagnostic pathologique, mais notre intérêt serait qu'il comprenne que ce diagnostic pathologique, c'est la fin de la ligne de son travail et non le début de la ligne du travail. Est-ce qu'il existe beaucoup de médecins fonctionnels? Aux États-Unis, énormément. En Europe, en Angleterre, en Allemagne, en France, petit pas. Mais on a déjà au moins des médecins qui sont préoccupés avec la nutrition. Et là, en parlant d'appliquer la nutrition fonctionnelle, je voudrais vraiment éclaircir quelque chose aujourd'hui pour vous. Parce que mes élèves, parfois, quand ils rentrent dans notre formation, on demande un questionnaire. Et là, je demande, est-ce que vous avez une expérience avec la nutrition fonctionnelle? Et il y en a parmi vous qui me répondent, oui, j'ai une expérience en nutrition. Attention, nutrition est totalement différente de nutrition fonctionnelle. On parle de choses qui ne sont pas le même concept. La nutrition vient du mot nutrire en latin qui signifie nourrir. Dans cette nutrition, quand on va étudier la nutrition tout court, il y a la nutrition qui est un processus, la physiologie de la nutrition, où on va effectivement regarder les aspects métaboliques de la nutrition. Et il y a aussi la psychologie de la nutrition, où on va étudier, par exemple, les comportements alimentaires des gens. Mais la nutrition fonctionnelle n'est pas ça. Elle va utiliser cette nutrition que je viens de vous parler est un facteur. Parce que la grande question, c'est que dans la nutrition, ils appellent nutrition intégrative ou tout ce que vous voulez, vous allez étudier la vitamine B12, la vitamine B6, le zinc, tous les processus métaboliques, la glycolyse, la glycogénèse, la néoglycogénèse. OK, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que tout ça doit être intégré d'une façon structurée et d'une façon cohérente pour que je puisse traiter mon patient. Parce que le problème de la nutrition tout court, c'est que vous avez beaucoup d'informations, mais vous ne savez pas intégrer tout ce nœud biologique, tous les signes, tous les symptômes, et savoir, je commence par où, je fais quoi. Et là, qui va venir la naturopathe fonctionnelle, qui va arrêter de donner une plante pour une maladie quelconque. Elle commence, le naturopathe fonctionnel, je me permets de dire ça parce que je suis une, c'est que je vois mes collègues et mes élèves naturopathes qui, avant de faire la formation, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le patient, ils écoutent leurs signes, les symptômes, ils commencent à traiter. Mais ce n'est pas du tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de transformation si vous ne comprenez pas les sols, la racine. Qu'est-ce qui est en train de promouvoir ce tableau clinique que vous êtes en train de voir devant vous, que c'est les symptômes et le signe de votre client ou de votre patient. Et on peut aller un peu plus loin parce que vous allez me demander, Elisa, qu'est-ce qu'une kinésithérapeute? Comment ça, kinésithérapeute, dans mon avis, que tout le monde pense, un kiné, c'est un kiné. Il ne fait rien d'autre. Alors, c'est ça que je voudrais vous expliquer. Le kinésithérapeute fonctionnel, il est expert d'un nœud biologique. C'est le nœud de l'intégration où on va discuter tout ce qui est musculaire, tout ce qui est articulaire,
Donc, ce nœud, qui c'est le nœud qui est l'intégration aussi membranaire de tous les membranes du corps, etc., et des articulations, il est un spécialiste. Mais ça, il peut devenir fonctionnel. Pourquoi? Parce que si son patient, on va prendre un exemple, il a un problème de genou, on va constater, ce kinésithérapeute, il va constater que il va faire je ne sais pas combien de traitements sous le genou, mais si la personne a une inflammation chronique de bas grade, il ne va pas résoudre le problème de la personne. Et cette personne va revenir, 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 revenir. Donc, il va falloir faire une action beaucoup plus large que sa fonction de kinésithérapeute. Donc, ce qu'il va falloir apprendre, et c'est là comment appliquer la nutrition fonctionnelle, c'est comment ces éléments, on va le transformer en quelque chose de concret pour votre client ou votre patient. Si je parle par exemple de pharmacien, pourquoi j'ai mis en reconversion? Parce qu'un pharmacien qui vend que de médicaments, il a déjà ce pharmacien, le pharmacien que j'ai, ils ont déjà un bagage de biochimie très important. Donc, ils vont très vite parce qu'ils comprennent cette partie de la biochimie. Le problème qu'ils ont, c'est de se détacher du médicament et comprendre que cette biochimie qu'ils connaissent, il va falloir voir quels sont les impacts du médicament qu'ils vendent dans la population. Et là, c'est presque une révision ou un repositionnement professionnel. Parce que le pharmacien, il sera à peu près en reconversion. Vous comprenez? Reconversion de sa vision totalement différente d'une vision d'un pharmacien classique. Et la même chose, si je vous ai donné le kinésithérapeute, la même chose va fonctionner pour l'ostéopathe, pour les chiropracteurs, pour le dentiste. Mon Dieu, le dentiste fonctionnel, il va avoir une action sur la qualité non seulement des matériaux qu'il va utiliser dans la bouche du patient, mais il va parler à son patient de nutrition, il va parler de micronutrition, il va parler de macronutrition, il va regarder que son patient a un problème parodontal qui est en train de mettre tous les corps du patient en inflammation chronique ou vice-versa. Il va prendre en compte que son patient est diabétique, il va intervenir. Il va intervenir, tous ces gens-là vont intervenir sous le plan de vue de la nutrition fonctionnelle. C'est pour ça que la nutrition fonctionnelle est une stratégie qui permet à tout le monde d'intervenir parce qu'il n'y a pas de médicaments, mais il y a une vision intégrative, et j'aime pas trop utiliser ces mots, parce que quand on utilise les mots holistiques, que je constate dans quelques formations, il n'y a rien d'holistique. Holistique, c'est quand vous faites le lien entre un problème de cancer et vous allez chercher le pourquoi et le comment. Ce n'est pas pour culpabiliser le patient, loin de là, mais c'est pour comprendre cette démarche et pour que ça ne se répète plus. Combien de personnes que vous connaissez sont traitées par un cancer de sang et après quelques années, ça revient. Mais ça revient. Pourquoi? Et là, on peut rentrer avec plusieurs théories. On peut même mettre des théories spirituelles, religieuses. Mais si on laisse tout ça de côté, est-ce que vous avez regardé le mode de vie de cette personne qui a eu un cancer de sang et qu'est-ce qu'elle a changé effectivement pour plus avoir ce cancer-là? C'est ça qui m'intéresse concrètement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'est pas moi dans mon cabinet avec ma centaine de patients. Non. Qu'est-ce que les études montrent? C'est que les facteurs épigénétiques ont un poids, mais un poids absolu dans cette question. Et la personne n'a pas beaucoup changé son mode de vie. Elle continue un peu sédentaire, elle continue à manger ce qu'il ne fallait pas, elle continue presque à avoir le même
mode de vie qu'elle avait avant, sinon pire, parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont la conseiller, comme vous avez eu un cancer, maintenant, prenez plaisir, faites-vous plaisir, mangez n'importe quoi, et la fameuse théorie de on mange de tout, on peut tout manger. Malheureusement, on ne peut pas tout manger. Pourquoi, Elisa, on ne peut pas tout manger? Parce qu'on est dans une civilisation que dans ce tout manger, il y a un pourcentage énorme, énorme de produits qui sont des produits fabriqués par l'industrie. On vient d'avoir des formations sur les oméga 3. Je vous ai mis attentif à certaines choses. Et là, je reviens à la base. Et chaque personne mérite une alimentation, un mode de vie différente d'une autre personne. Parce que si vous prenez chez vous-même, vous prenez une amie à vous, vous prenez quelqu'un qui a le même âge, femme et femme, même âge, vous mangez la même chose, vous passez un mois en train de manger la même chose, vous allez voir que les organismes vont répondre de façon complètement différente. Il y a des gens qui vont manger la salade et vont avoir de la diarrhée. Il y en a d'autres qui vont manger la salade et qui va falloir manger le double. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas manger la salade. Et si c'était aussi simple, si tout était aussi simple, on ne serait pas là en train de parler d'une situation qui nous fait trop peur, qui est à chaque jour dans mon cabinet, je vois de plus en plus de maladies gravissimes, des maladies de cancer, de diabète type 2, des Alzheimer, beaucoup de maladies. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? L'homme n'a pas changé autant que ça. On continue à avoir 20, 32 dents, en sachant que le changement, c'était les 4 molaires, évidemment. On sait que notre canine, elle est plus plate parce qu'on n'a plus l'habitude de faire comme ça, de tirer l'aliment. Et le foie, c'est le même foie. Et le rein, c'est le même rein. Donc, avant, il y avait toutes les bactéries, on ne savait pas comment faire. Aujourd'hui, il y a non seulement les bactéries, on a augmenté, il y a des virus, il y a un mode de vie qui ne va pas du tout, Et je ne suis pas là pour juger, je suis là pour appeler la légion de professionnels de santé qui veulent participer avec moi de cette lutte. Et c'est pour ça, lutte, quelle est la lutte? La lutte, c'est la transformation de vie. Votre travail est d'inspirer la population à changer leur histoire. Votre travail est de inspirer la population à changer leur histoire. Et ainsi, changer, transformer leur vie vers la santé avec vitalité positive. Et là, vous pouvez me demander, Elisa, quel est votre travail? Mon travail, c'est de vous inspirer à exactement changer votre histoire pour transformer votre vie. Parce qu'en transformant la vie des autres, on transforme la nôtre. Mais il faut commencer à vouloir rentrer dans ce monde de la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie. Alors, j'ai mis cette photo parce que je ne sais pas, mais mes élèves et moi-même, on a déjà passé par cette situation. On va parler des erreurs. Les premières erreurs, c'est de vouloir donner une solution au premier rendez-vous ou à la première consultation que vous voyez votre client ou votre patient. Ça, c'est une grosse erreur. Et je vois mes élèves en train de commettre ça tout le temps. Pourquoi, Elisa? Parce que vous cherchez de donner une solution à quelqu'un dans le premier. Vous faites tout de suite un menu, vous faites à manger ou un menu déjà, c'est n'importe quoi, hein? Fait un menu. Mais enfin, un plan alimentaire où vous dites à la personne de prendre une plante quelconque,
Ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une étude de cas personnalisée. Vous êtes en train de faire n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne connaissez pas les antécédents de ce patient. Vous ne savez pas les déclencheurs qui ont déclenché la situation, les signes et les symptômes que votre patient est en train de vous décrire. Vous ne connaissez pas l'histoire de vie de votre client ou de votre patient. Le patient, il a besoin de partager son histoire, soit avec un dentiste, soit avec un sophrologue, soit avec un médecin. Il a besoin de partager son histoire. Vous êtes patient aussi parfois. Est-ce que vous n'avez pas besoin de partager votre histoire? Je vous ai raconté l'histoire du massage que je suis allée faire. Je suis allée faire un massage avec un professionnel et je demandais un massage lymphatique. Elle me met tout de suite dans la table et elle commence à faire. Elle ne m'a pas demandé quoi que ce soit, mon Dieu. Pourquoi, madame, vous voulez un massage lymphatique? Parce que peut-être le massage lymphatique n'est pas le plus indiqué pour moi. Et comme les autres, ça serait pareil. Et donc, les gens se frustrent. C'est une frustration à chaque fois qu'on voit un professionnel de santé. Je ne veux pas être méchante. Je ne veux pas critiquer pour critiquer. C'est une critique avec amour. Mais vous faites partie de cette constellation de professionnels de santé. Vous me dites si j'ai tort. Quand on rencontre quelqu'un qui va prendre en compte nos antécédents, les déclencheurs, faire une alliance thérapeutique, on aime cette personne et on ne la laisse plus jamais. Elle devient une référence. Et c'est ça notre proposition, que vous devenez une référence. C'est ça ma proposition. Deuxième erreur. On va parler un peu de vous et de la médecine traditionnelle. Donc, j'ai mis ma petite arbre ici pour vous rappeler que dans le sol, on a tous les modifiables. Si la personne elle ne lit pas, c'est pas grave. C'est qu'une représentation de l'arbre pour vous dire que si vous travaillez là-haut, qui travaille là-haut? J'ai mis cardiologue, j'ai mis urologue, j'ai mis que le médecin. Mais c'est faux. Parce qu'en fait, tous les thérapeutes qui, à partir du moment qui sont, j'ai un problème de sommeil, ok? J'ai un problème de... On va prendre de sommeil, parce que le sommeil il est là. La personne commence déjà à donner une plante, à penser à la mélatonine. Oh, oh, oh! Non! Déjà, le problème, votre patient a un problème de sommeil, je vais vous poser une question. Pourquoi il a un problème de sommeil? Quels sont les impacts psychiques qu'il vit en ce moment? Qu'est-ce qui se passait avec lui? Est-ce qu'il y a un déclencheur? Est-ce qu'il a perdu son boulot? Est-ce qu'il a perdu son mari? Est-ce que quelqu'un est décédé? Pourquoi il a un problème de sommeil? Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il a une bonne hygiène de vie pour son âge? Et qu'est-ce que je vois normalement? La personne balance l'hygiène de vie à la personne et elle ne sait même pas s'il avait ou pas, parce qu'il va falloir composer cette hygiène de vie avec la réalité de votre client ou de votre patient. Il n'y a pas un livre écrit « Hygiène de vie pour le sommeil » et vous copiez et vous balancez à tous les patients. Ça ne va pas marcher. Parce que, par exemple, votre patient est une infirmière, ok, ou est un professionnel qui fait le fameux 3-8, qui travaille dans l'usine. Et là, vous allez faire quoi? Je vous pose la question. Donc, vous comprenez qu'il faut connaître, savoir vraiment si vous voulez résoudre le problème du patient et qu'il ne part pas. Alors, on a deux choses dans cette dynamique que je suis en train de faire ici. On veut amener le patient à sa vitalité positive parce que c'est ça notre plaisir, notre travail. Mais ce n'est pas que ça. Vous ne devenez pas une référence si vous n'êtes pas capable de résoudre des questions difficiles. Parce que facile, tout le monde est capable. Même le voisin. OK? Vous savez que tout le monde, et là je dis presque 100% de la population, a une opinion sur l'alimentation, a une opinion sur la nutrition, a une opinion, et ça c'est le pire, sur la supplémentation.
prenez la vitamine D, achetez du magnésium, faites je ne sais pas quoi. Tous ont une opinion. Mais qui est le professionnel? Est-ce que vous êtes un professionnel vraiment qui va résoudre des problèmes que les autres n'arrivent pas à résoudre? C'est ça ma question. Parce que c'est comme ça qu'Elisa est devenue une référence. Excusez-moi de vous dire ça, hein, mais je n'ai pas de place jusqu'à 2022. Mais ce n'est pas ça la question. La question est que comment une étrangère qui parle mal le français, qui fait beaucoup de fautes en français, arrive sans pouvoir exercer sa profession. Il faut bien comprendre ça. Je suis interdite d'être chirurgien dentiste en France. Il n'y a pas de logique. Comment je suis devenue une référence? En utilisant la nutrition fonctionnelle. Vous pouvez me croire. Et d'autres éléments. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi dans la part de tous les professionnels de santé? Un manque d'organisation. La stratégie n'est pas trop claire. Vous posez énormément de questions, vous passez un temps absurde avec le client, mais vous ne savez pas après comment appliquer. Il n'y a pas d'organisation. Vous avez besoin d'une organisation. Vous avez besoin que vos stratégies soient plus claires. Comment j'applique cette nutrition fonctionnelle de A à Z? Vous comprenez mon objectif? Donc, le masterclass, je vais vous montrer les secrets de la thyroïde, mais le grand objectif, c'est de vous présenter mon bébé, qui est effectivement la roue de la transformation, la RT2. Mais pourquoi je fais ça? Parce que je ne peux pas changer le monde toute seule. Si vous êtes une personne qui va me connaître aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Regardez mon travail depuis 2014 sur YouTube. Nous sommes quand même en 2022. Regardez tout ce que j'offre et vous allez voir quelles sont mes intentions. Il n'y a pas de problème. Troisième, demandez des analyses complémentaires tout de suite. Là, je m'explique parce que si vous savez analyser des examens, des bilans sanguins, probablement il y a un médecin en train de se dire, elle rigole ou quoi? Elle est en train de me dire que je ne sais pas analyser et que je ne peux pas faire des analyses complémentaires. Évidemment que je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que ne demandez pas des analyses complémentaires si vous, en nutrition fonctionnelle, si vous ne savez pas les analyser. Le médecin, il a un regard sur, on a déjà parlé du gamma-GT, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'ont pas vu notre cours sur la stéatose hépatique avec le regard de la nutrition fonctionnelle, je vous invite à le faire. Parce que là, on a parlé pas mal d'examens complémentaires, n'est-ce pas? On a DALAT, DASAT, gamma-GT. Le médecin, il fait ça, mais il a un regard médecin allopathique. Il n'a pas un regard médecin fonctionnel. Parce que s'il y avait ce regard-là, il aurait demandé à côté l'index OMA pour ce patient, il aurait regardé l'insulinémie de ce patient, il aurait regardé aussi le stress oxydatif de ce patient. J'essaie d'être le plus clair possible. Donc, si vous n'êtes pas médecin, mais vous rentrez dans tout l'autre cas de figure en train de professionnel de santé, ne demandez pas des analyses si vous ne savez pas analyser. Parce que l'analyse dans la nutrition fonctionnelle, la personne, elle cherche d'être dans la fourchette qu'on appelle la fourchette normale, qui est entre, exemple, 30 et 200 pour la ferritine. Vous pensez vraiment qu'une personne qui a 100 ou 200 de ferritine est pareille à une personne qui a 35? Vous pensez vraiment ça? Et ça, c'est dans la fourchette de la normalité. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas d'informations sur les valeurs optimales. Et ça, je vais vous donner dans notre masterclass pour la thyroïde. Quelles sont les valeurs optimales? Donc, demander l'analyse, elle a une importance. Pourquoi? L'importance de l'analyse
Dans la nutrition fonctionnelle, je répète, c'est la confirmation ou pas de votre hypothèse de diagnostic nutritionnel. Donc, il faut que vous aurez beaucoup d'expérience en termes de imaginer qu'est-ce que ce patient a, l'étiologie de sa problématique. Et là, si vous savez analyser, évidemment que vous allez demander, évidemment. Mais si vous ne savez pas analyser, ne faites pas ça. Alors, comment je commence, Elisa? Vous commencez par analysant les examens qui sont demandés par le médecin. Vous ne demandez rien du tout. Le médecin, il a déjà demandé les analyses. Vous allez apprendre à regarder les analyses médicales. Et là, vous allez retirer beaucoup d'informations très importantes. Évidemment, associées aux antécédents personnels, aux antécédents familiaux de votre client ou de votre patient, de maladies, des étiquettes qu'il a déjà. Donc, est-ce que c'est facile? Non. Si c'était facile, je ne serais pas là en train de vous parler de tout ça. Mais est-ce que c'est possible? Mais évidemment, il va falloir avoir le courage de brûler ce pont, de rentrer là-dedans. Donc, on utilise plutôt pour la confirmation des hypothèses. Quatrième erreur. Donner des conseils non participatifs. Qu'est-ce que c'est ça, Elisa? C'est que normalement, les professionnels de santé, et je parle de tous les professionnels de santé, que j'ai déjà donné la liste quand on a commencé. Normalement, vous donnez des conseils non participatifs. Ça veut dire, madame, vous devriez marcher plus. Le kinésithérapeute peut dire ça, un médecin peut dire ça, un naturopathe peut dire ça. Mais comment vous allez intégrer cette marche dans la vie du patient? Parce que dire aux gens qu'il faut faire de l'activité physique, qui ne sait pas ça? Qui sait qu'il ne faut pas fumer? Qui dans ce monde qu'on vit, dit « Ah, moi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas fumer. Ah, moi, je ne savais pas qu'il fallait faire de l'activité physique. » C'est pas ça la question. La question, c'est que est-ce que votre patient est en pré-contemplation? Il pense que le problème qu'il a, l'activité physique n'a rien à voir. Et donc, quand vous dites faites l'activité physique, il ne va pas le faire. Parce que pour lui, il a un problème dans le genou. Ou vous dites un aliment, les naturopathes adorent dire enlever le gluten, enlever le lait. Ils adorent dire ça. Et le patient, il va enlever pour un moment, mais il a une sinusite. Il va dire, mais quel est le rapport? Ça, c'est donner des conseils non participatifs. Et là, on va parler de l'andragogie. Qu'est-ce que c'est l'andragogie? C'est l'apprentissage de l'adulte. L'adulte ne fait rien, il n'apprend rien s'il ne voit pas la raison pour le faire. Rien. Je vais apprendre la guitare, à jouer la guitare, si je trouve, moi, Elisa, une raison pour le faire. Mais si vous me dites, Elisa, détendez-vous, va jouer la guitare, ça va vous faire du bien. Non, c'est pas comme ça que ça passe. Il faut donner à votre client ou à votre patient de la responsabilité. Je vous donne un exemple. Un patient a eu un AVC. Il va chez le médecin. Évidemment, AVC aigu. Il est sauvé à l'hôpital au moment de l'AVC. Qu'est-ce qu'ils vont lui donner? Ils vont lui prescrire un antibloquant. Ils vont lui prescrire l'aspirine. Ils vont lui dire de faire l'activité physique, pas maintenant, d'attendre un peu. Ils vont lui dire d'améliorer son alimentation. Et ils vont lui donner parfois aussi d'autres médicaments, même pour un IPP. N'est-ce pas? Un bêta-bloquant, un IPP. Normalement, c'est ça. Hein? S'il constate qu'il peut-être il a du diabète, on peut commencer une metformine associée. Et c'est ça la vie de ce patient. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va faire, après un examen pour voir l'état d'effort physique, il va continuer à aller au cardiologue et après il va rester avec son médecin traitant et le cardiologue. C'est vrai ou pas ce que je vous dis?
Et le médecin traitant, il va, par exemple, à la retraite et un autre médecin va le substituer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend exactement ce que prenait monsieur et il continue à prescrire. Et là, à un moment donné, le patient qui a eu l'AVC, il va dire, je commence à avoir un peu de crampes partout. C'est pas grave, il va lui donner quelque chose pour le crampes. Et il commence aussi à avoir un problème au niveau de l'intestin. Il est très, son intestin, il y a un coup qui a de la diarrhée, un autre coup où il passe très longtemps sans aller aux toilettes, et il va lui donner un médicament pour que ça passe. C'est où la responsabilité du patient? Qu'est-ce qu'il a changé en termes de son mode de vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a eu cet AVC? Parce que c'est lui qui a construit son AVC. Et je ne parle pas ni de Marie, ni de Paul. Sommes-nous qui construisons nos AVC, nos cancers? Pourquoi? Parce que la cellule, je vais dire ça avec tout mon amour, c'est que notre corps, il ne fait pas la distinction entre maladie et santé. Le corps, c'est pas ça son langage. Son langage, c'est quel est l'ordre que nos cellules ont donné au noyau de ces cellules-là à faire. S'il y a une ordre et qui donne l'ordre? Nous. Parce que nous les êtres humains, ça c'est un sujet que je vais discuter dans notre, je crois que c'est dans notre, à 14 heures. Mais je ne veux pas parler trop maintenant, mais je vous laisse cette phrase. Nous sommes responsables pour nos maladies. Parce que le corps, il reçoit, les cellules, elles vont recevoir des ordres de faire A ou B. Elle fait une inflammation parce que le corps, à un moment donné, a donné l'ordre de faire une inflammation. Et heureusement, parce que le corps a donné une inflammation, parce que l'inflammation, c'est une réponse immunitaire. Le problème, c'est que le corps continue à donner cet ordre sans cesse. Et qui est en train de faire ça? Nous. OK? Donc, il y a un besoin d'une éducation nutritionnelle. Quand je dis nutritionnelle, ce n'est pas que l'alimentation. Éducation tout court, éducation de mode de vie, éducation de sommeil, éducation de comment gérer les événements qui m'arrivent. C'est le travail, il est colossal. Il est colossal. Mais il faut savoir par où commencer. Quelles sont les priorités du traitement? C'est ça la roue de la transformation en fait. C'est ça que je vous présente aussi. Et un autre erreur, prescrire de supplémentation sans modification comportementale. Qu'est-ce que vous voulez dire, Elisa? Je veux dire que vous êtes en train de prescrire la plante, la phytothérapie, l'aromathérapie, la nutrithérapie, le je ne sais pas quoi. Comme il y a des patients qui me demandent, imaginez-vous combien de messages Elisa reçoit par jour en me demandant de conseils. Qu'est-ce que je prends pour mon problème de sinusite? Qu'est-ce que je prends pour mon problème de cancer? Et même, qu'est-ce que je prends pour des problèmes de herpès? Mais l'herpès, c'est une baisse immunitaire. Et le patient, il n'a rien changé dans sa vie et vous êtes en train déjà de prescrire. Vous prescrivez la plante A ou l'aromathérapie ou le je ne sais pas quoi. Pourquoi vous faites ça? Expliquez-moi pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous avez ce besoin de prescrire avant que le patient assume sa vie? Parce que comme je vous ai dit, vous êtes l'inspirateur ou l'inspiratrice du changement. C'est votre responsabilité de promouvoir le changement dans le comportement de votre patient. Et vous pouvez lui dire ça, parce que mes patients, je leur dis ça clairement. Qui suis-je? Je ne peux pas vous donner la plante A sans que vous faites un changement. Pourquoi? Parce que je ne passe pas 24 heures avec vous en train de dire attention à ça,
Attention à ça. On ne peut pas. Il faut un déclic. Ça, c'était la fin de mon 5e erreur. On fait un petit récap. Faire le premier, donner des solutions au premier rendez-vous. Centrer sur la maladie ou sur les signes et symptômes du patient et commencer à traiter tout de suite, sans vraiment connaître le patient. Demander des analyses complémentaires si vous ne savez pas faire. Donner des conseils non participatifs. Faites ça, sans donner comment je vais faire ça, professionnel de santé. Je travaille de 8 h du matin à 20 h. Vous voulez que je fasse la... Donc, il va falloir prendre en main ce patient. Il va falloir lui montrer qu'il y a des choix à faire. Et pas tout simplement lui imposer ça et après dire, vous ne faites rien de ce que je vous dis. Est-ce que vous là, de l'autre côté, vous faites tout ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'Elisa fait tout ce qu'il faut faire? Ah non, je suis loin de là. J'ai mes hauts et mes bas. Je suis toujours dans la quête de la santé. J'ai de la santé. Mais je suis toujours dans la quête de faire mieux. Parfois, je suis stressée. Parfois, je dors trop tard. Un être humain, comme tout le monde, n'est-ce pas? Et prescrire pour prescrire. Ça aussi, c'est absurde. Ce n'est pas évident d'être pharmacien à l'heure actuelle. Exactement, Francine. Exactement. Mais les pharmaciens, normalement, ils sont propriétaires de leur pharmacie. Donc, ils peuvent commencer un service de nutrition fonctionnelle. Ils vont suivre les ordres de médecins, évidemment. Ils ne vont pas dire, non, monsieur, vous n'allez pas prendre ce médicament. Non. Mais ils peuvent, à côté, faire un travail de nutrition fonctionnelle et changer le regard du patient. Ça, ils peuvent. Ça, c'est possible. Et si ce patient décide de changer de médecin, il peut. Il a son droit de changer. Le problème, c'est que le système français, c'est très compliqué pour changer de médecin et tout ça. Et c'est pour ça que je vous invite, médecins. C'est une bataille la plus dure possible que j'affronte. Sont les médecins. J'en ai. Mais ils ne sont pas beaucoup, je vous avoue. Parce qu'ils gagnent leur vie de leur façon. Et j'aurai tout mon respect. Mais c'est beaucoup de questionnements personnels pour les médecins parfois. Il faut se mettre énormément en question, comme c'est le cas de pharmaciens. Peut-être les autres professions, les chiropracteurs et tout ça, c'est pas que c'est plus facile, mais c'est moins de contradictions avec ce qu'ils font. C'est sûr. OK, je vous souhaite une excellente soirée et avec mon cœur, vem comigo, professionnel de santé. À bientôt. Au revoir. Vem comigo.